Bonjour. Alors, je vais vous raconter un peu mon métier. En fait, je me considère comme une fée diversière. Ça peut paraître bizarre. Certaines préfèrent le titre de chroniqueuse judiciaire, de journaliste polyjustice, etc. Moi, je suis une fée diversière. C'est-à-dire que je prends l'histoire en tant que journaliste. J'ai travaillé plus de 35 ans dans ce métier, dont 29 ans à Libération, où j'étais spécialiste de la police, la gendarmerie, les affaires criminelles, de grand banditisme, de terrorisme, voilà, les faits divers en général. Et pour moi, le fait divers qui résonne souvent chez les gens comme quelque chose de cracra, c'est les chiens écrasés, c'est très péjoratif quand on s'occupe des faits divers dans la presse quotidienne régionale. On nous catalogue tout le temps, enfin voilà, c'est ceux qui, ce sont les voyeurs, les journalistes qui font la poubelle de l'information. Ça a été dit et redit. Et moi, je considère que le fait divers, au sens très large, parce que le fait divers, pour moi, il part effectivement du chien écrasé, mais il arrive aussi jusqu'à l'attentat, jusqu'au tueur en série. Voilà, les faits divers, ça recouvre tout ça, y compris les catastrophes naturelles, y compris les histoires insolites. C'est la définition du fait divers. Et pour moi, c'est une matière très noble, parce que c'est une matière humaine. Et que quand on traite d'un fait divers, d'un tueur en série, d'une famille décimée, quand on traite d'une attaque de fourgon blindé qui a mal tourné avec des morts, de toute façon, derrière, on a des gens. On a des criminels, on a des victimes, on a des familles de victimes. C'est une patte humaine. Et pour moi, c'est la matière la plus difficile à traiter qui soit dans la presse. Parce qu'on arrive au tout début d'un événement tragique qui a fauché en fait une famille, des parents, des enfants, etc. Et nous, pour informer, je ne peux pas me contenter de ce que va me raconter le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire de la crime. Je suis obligée, et j'essaye toujours, d'aller voir les gens, y compris au moment le plus douloureux. Et après, il faut en 10 secondes, 30 secondes, réussir à obtenir la confiance des gens. Et ça, je l'obtiens assez facilement, mais je ne sais pas comment. Voilà, il faut avoir de l'empathie, il faut faire comprendre à la personne que de toute façon, malheureusement, enfin on s'excuse parce que c'est pas le bon moment, on sait très bien que c'est tragique, mais qu'il faut que je puisse parler en bien de la personne, soit de la victime qui a été tuée, soit du criminel qui est placé en garde à vue et qui est suspecté de ces crimes atroces. Et bizarrement, ça marche régulièrement. Et donc, quand j'ai traité les affaires Guy Georges, cette affaire, je l'ai prise au début, c'est-à-dire en 1997, quand, en tant que journaliste de Libé, j'apprends au 36 quai des Orfèvres qu'il y a un tueur en série dans la ville et que ça n'a pas été raconté depuis 2 ans, qu'il ne faut pas le dire pour l'instant parce que l'enquête est sur les rails, qu'il y a un même ADN qui désigne un type sur 4 scènes de crime, d'assassinat de jeunes femmes égorgées, violées de manière absolument atroce. Et voilà, moi je commence là-dessus. Et ensuite, il y a une mère de victime qui s'appelle Anne Gauthier, qui, elle, a tenu le secret pour les besoins de l'enquête pendant 2 ans et qui s'aperçoit qu'il y a une autre jeune femme tuée dans Paris et elle est persuadée, Anne Gauthier, que c'est le même assassin que celui de sa fille. Et à la crime, on ne lui répond pas, on lui dit de se taire, de continuer à se taire et elle dit je romps le silence parce qu'il faut avertir les jeunes femmes à Paris, les Parisiennes, qu'il y a un prédateur dans la ville et qu'il faut faire gaffe la nuit quand on rentre toute seule.
Et à partir de là, donc c'est la psychose dans Paris, parce que il y a un appel à témoins, il y a des affiches dans les rues de Paris qui conseillent aux jeunes femmes de se faire accompagner le soir. Et puis le tueur en série continue. Enfin, il tue une autre jeune femme et après il disparaît. Donc c'est une traque de 4 mois. Et fin mars 98, Guy Georges est enfin arrêté. Et moi, je pense, et je mets dans le texte que vous pourrez lire, je me suis totalement détachée de mon texte, parce que je sais que vous l'avez, que vous pourrez le lire, mais en fait, les raisons d'espérer, bizarrement, dans l'affaire Guy Georges, c'est que elle a permis de tirer des leçons, de tirer des enseignements, parce que finalement, en France, on n'était pas encore équipé en matière de comparaison ADN en criminalistique. On n'avait pas de fichier d'empreinte génétique, alors que la Grande-Bretagne en avait un, alors que les Belges étaient plus forts que nous. Et l'affaire Guy Georges a permis, puisqu'il y avait quand même de l'ADN sur les scènes de crime, de constater que il fallait s'équiper d'un fichier d'empreinte génétique. Certes, alors malheureusement, plusieurs victimes ont péri à cause de l'absence cruelle de ce fichier national d'empreinte génétique. Mais depuis, la France a voté en juin 98 la création de ce fichier d'empreinte génétique qui aujourd'hui compte à peu près 4 millions d'ADN nominatifs, c'est-à-dire de suspects condamnés connus, identifiés. Et puis à côté de ça, on a dans la base, il y a 800 000 traces non résolues. Et à chaque fois qu'un nouvel ADN rentre dans cette base, le FNAEG, le fichier mouline, et met en regard, en fait, un ADN nominatif avec une trace inconnue. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de résoudre pas mal de cold cases. Et même des affaires qui depuis 19-20 ans, n'étaient pas élucidées. Et maintenant, ça permet ça. Et du coup, je trouve ça extraordinaire. Et donc, dans mon métier, vous verrez le texte, il commence par le fait que ce métier me permet d'explorer la face sombre de notre société, le clair-obscur de certains êtres. Et ça, en fait, c'est passionnant. C'est parfois vertigineux, totalement vertigineux, mais de comprendre que dans l'enfance de la plupart des criminels, il se passe quelque chose, et d'essayer de dénicher, d'explorer l'enfance de ces tueurs permet de comprendre beaucoup de choses. Et donc, Guy Georges, le fait de savoir qu'il est abandonné tout bébé par sa génitrice, qui a déjà un autre enfant, qui est serveuse de bar, entraîneuse, à côté d'une base militaire américaine à Marly-le-Roi, qui est enceinte en fait d'un GI américain, qui l'a plaqué, qui est reparti dans son pays où il a déjà femme et enfant, ce qu'elle ignorait. Donc de comprendre que le petit Guy Georges, à quelques jours, est trimballé dans un couffin chez les parents de Hélène Rampillon, mais qui ne veulent pas de lui, parce que les parents, ils ont déjà le premier enfant d'Hélène, et donc en plus le deuxième, il est noir, et donc on est en Anjou, dans une famille de militaires qui n'a pas forcément non plus envie d'avoir un bébé noir, et le petit Guy Georges se retrouve dans des familles d'accueil, chez une nourrice qui n'est pas payée. Et ce qui est vraiment cruel, c'est que Hélène Rampillon, de fait, a abandonné son enfant, mais elle refuse de signer les papiers officiels d'abandon. Ce qui fait que ce n'est qu'à l'âge de 6 ans que, enfin, elle signe ses papiers d'abandon. Donc, entre-temps, il n'a pas pu être adopté. Entre-temps, il a été dans des familles d'accueil de la DAS, qui élevaient déjà beaucoup d'enfants de la DAS. La famille Morin, il y avait déjà 7 enfants Morin, plus 6 de la DAS. Donc, c'était de l'élevage en batterie. Et donc, à 6 ans, on dit, écoute, mon petit Guy, tu ne t'appelles plus ton nom, ce n'est plus Rampillon. Voilà, tu vas t'appeler Guy Georges, on va prendre ton deuxième prénom, tu t'appelleras Guy Georges. Et puis, ok, tu es toujours né le 15 octobre 62, mais tu n'es plus né à, je sais plus où, à Villeneuve, je sais plus où, mais maintenant tu es né à Angers. Et de fait, quand on change l'identité d'un enfant à l'âge de 6 ans,
c'est vraiment horrible. Il s'en rend compte, Guy Georges, il comprend ça. Et bon, la suite de son enfance, ce sont que des agressions crescendo, d'abord sur ses demi-sœurs de lait, et puis après, Madame Morin le vire, le renvoie à la DAS, donc un foyer, des fugues, des agressions, des vols avec violence contre des femmes. Il balafre une femme au couteau pour lui voler son sac à main. Et ensuite, voilà, un viol dans un parking à Nancy. Il est condamné à 10 ans. Il ressort en permission. Et lors de sa permission de sortie, voilà, il tue sa première jeune femme, une jeune femme de 19 ans, à Paris 14e, début 91. Et voilà, Guy Georges expliquera lui-même plus tard à son procès que, voilà, que quand il est entre quatre murs, quand il est en prison, finalement, il ne ressent pas ses pulsions. Mais que quand il est dehors, régulièrement, ça le prend dès le matin, et il dit « Je sais qu'il faudra que je tue avant la nuit ». Et donc là, il s'équipe. Voilà, il emmène du sparadrap, il emmène un opinel de grande taille, et il part dans la ville, et il se considère lui-même, et il dit j'étais comme un tigre dans la jungle, dans les nuits parisiennes, et en fait, il attendait de trouver la jeune femme pleine d'énergie, parce que souvent, c'était des jeunes femmes, il n'avait pas un type, voilà, il y avait une rousse, une brune, des blondes, des petites, des grandes, c'était pas ça son truc, c'était des jeunes femmes qui dégageaient une énergie vitale qu'il n'avait pas. Et d'ailleurs, les experts psychiatres, Daniel Zaguri, Michel Dubec, diront que quelque part, Guy Georges vampirisait l'énergie de ses victimes, et puis que par ailleurs, il y avait un truc incroyable, c'est que quand les psys lui ont demandé ce qu'il ressentait par rapport à sa génitrice Hélène Rampillon, Guy Georges a dit « mais je m'en fous d'elle, c'est pas ma mère c'est Madame Morin, elle c'est pas ma mère, je m'en fous, c'est une étrangère pour moi ». Et quand plus tard les psys ont demandé à Guy Georges « mais qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à ces belles jeunes femmes et l'état dans lequel vous les avez mises ?» C'est terrible, les scènes de crime de Guy Georges, moi j'ai vu les photos, c'est horrible, et ça reste dans la tête, c'est vraiment atroce. Et lui, Guy Georges, disait, mais en fait, je ne ressentais rien, parce que je ne les connaissais pas, ces jeunes femmes. C'était des étrangères pour moi. Bon, donc il est assez facile, Zaguri et Dubec, les psys, ont dit qu'il s'agissait de matricides déplacés, ce qu'il avait fait Guy Georges. Voilà, donc je sais pas, je pense que j'ai été longue, enfin moins que mes copines, mais voilà, peut-être vous pouvez nous poser des questions. Juste, je voudrais vous dire que parfois, tout en essayant de chercher toujours la part d'humanité dans une histoire, dans une affaire, parfois c'est dur, c'est très très dur, et que sur Michel Fourniret et Monique Olivier, dont j'ai suivi les tristes affaires criminelles depuis le début, voilà. Pour eux, je veux dire, je suis allée à leur procès à Charleville-Mézières, procès d'assises qui a duré 11 semaines en hiver à Charleville-Mézières. Déjà, ça c'est atroce, mais passer son temps avec les Fourniret et tout leur crime affreux, ça, je dois vous dire que chez eux, j'ai eu du mal à trouver la part d'humanité, quoi. Voilà. Donc je leur laisse un epsilon, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et voilà. Et heureusement, enfin, pour mes récréations, si vous voulez, j'écris aussi sur le grand banditisme. Et là, par exemple, j'ai Kim et les papis braqueurs, qui est l'histoire d'une équipe de vieux braqueurs âgés de 60 à 72 ans, qui en 2016 ont dépouillé l'américaine Kim Kardashian de 10 millions de dollars de bijoux en plein Paris. Ils ont fait ça à vélo, à l'ancienne, etc. Ce livre est raconté par ailleurs en argot, et puisque c'est le langage de mes vieux bandits que j'ai retrouvé
avant qu'ils soient jugés. Et là, voilà, c'est avant tout leur parcours. Kim Kardashian, elle a son chapitre, évidemment, puisqu'elle est la victime. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Les attaques de banques ou les attaques pour voler des bijoux, sans excès de violence, pour moi, enfin voilà, ça va par rapport à voilà, tous les autres. Là, c'est plus récréatif et en même temps, c'est assez humain aussi. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté.